La société d'aujourd'hui a tendance à nous faire croire qu'une femme mariée et maman ne peut pas entreprendre, que ses responsabilités accumulées ne lui permettraient pas de se développer et de s'épanouir dans le monde du business. Mon invité d'aujourd'hui coche toutes ces cases, mais en plus a fait le pari de créer une marque authentique et de valeur qui lui ressemble. Manoribel Bijoux. Elle est motivée, elle est forte et elle a surtout, selon moi, un mental d'acier. Je suis Teflon Fudjo et bienvenue dans le Focus Time de Marie Nobel. Alors, Marie Nobel, bienvenue sur les petits débats de Teflon. Comment tu vas? Merci. Alors déjà, merci pour l'invitation. Je vais super bien. Ça se voit, tu rayonnes. Tu Merci. rayonnes. Ouais. En tout cas, bienvenue. Vraiment, installe-toi, sens-toi comme chez toi. Je suis déjà installée. N'est-ce pas? Tu aimes le décor. Je kiffe. Ok, super. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter? C'est vrai que j'ai fait une intro de toi, mais je pense que toi-même, tu mérites de te présenter par toi-même. Alors, ok, comme tu l'as dit, moi, c'est Marie Nobel. Je suis la fondatrice de la marque du bijou Bijoux Manoribel. Je suis également maman d'un petit garçon qui a eu 1 an en avril. Oh. Je suis également... Félicitations, Ali. Merci. Je suis également aussi épouse. Et voilà, je suis une grande passionnée, une grande rêveuse et une femme qui écoute son cœur, en fait. Ok, waouh, d'accord. C'est bien que tu parles de ça parce que j'allais te demander de te définir en 3 mots. Ok, en 3 mots. Me définir déjà, j'aime pas trop souvent me définir, me mettre dans des cases, et tout. Ok. Mais je dirais authentique, sincère et bienveillante. Oh waouh, waouh. C'est très doux. Tout ça, ta description de toi-même. Et j'ai envie de dire que, bon, on en reviendra probablement, j'ai envie de dire quand même que c'est aussi ce que ta marque inspire. Enfin, ce que tu viens de décrire là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, je te connais sur les réseaux sociaux depuis quand même quelques temps. Et je t'ai plus ou moins vu cheminer pas à pas vers cette marque que tu as aujourd'hui et dont on parlera après. Tu as eu à faire plein d'autres activités dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'aimerais déjà savoir comment est-ce que tu rencontres l'entrepreneuriat ou alors pourquoi entreprendre? Alors, ça va paraître vraiment, vraiment cliché parce que ce sont les histoires typiques des entrepreneurs qui disent voilà, j'entreprends depuis le ventre de Alors, on ne veut plus ça. Non, mais mais comme j'ai dit, je suis sincère. Moi, je commençais à entreprendre, même sans savoir en fait que c'était l'entrepreneuriat. Je me rappelle avec ma copine Larissa, elle est au Cameroun actuellement. Déjà, on dessinait beaucoup, je dessinais beaucoup. Je voulais être styliste en fait quand j'étais plus jeune. Ah ouais? Donc, je dessinais, on faisait les dessins et tout. Et à l'école, en fait, pendant la Saint-Valentin, il y avait nos camarades qui me demandaient de leur faire des cartes avec des cœurs. Et ils offraient ça à leurs copines, à leurs amoureuses. Donc on a commencé à revendre. C'était peut-être en 5e, 4e. On faisait ça. On achetait les formats durs en carton, comme au pays. À 100 francs, on achetait à 100 francs, on revendait les cartes à 500. Donc on avait 400 bénéfices. Les filles, 100 francs, 400 pour un petit corps que vous avez dessiné dessus. Mais oui. Mais vous avez le sens de l'oseille là. Et après ça, avec ma même copine Larissa, au quartier en fait, on aimait toujours bien s'habiller et tout. Donc les grandes sœurs du quartier disaient tout, mais vous achetez vos habits où? On achetait ça à Mokolo. Donc on partait à Mokolo, on achetait les habits, on venait donner aux grandes sœurs du quartier, on vendait et tout. Parce que vous ajoutiez quelque chose dessus. Bien sûr, mais quand on te présentait l'habit, si on te dit que ça vient de Mokolo, tu ne pouvais même pas croire. Ah, donc vous ne disiez... ils ne savaient pas d'où ça venait. Non, en fait. C'est ça. Donc vous aviez l'œil pour les bonnes choses. Justement, donc c'est là en fait que vraiment ce contact avec l'entrepreneuriat, en fait, acheter et revendre, a commencé. Et puis, quand je suis venue en Allemagne, j'ai fait des perruques, j'ai fait un peu de tout. Peut-être on en reviendra sur tout ce que j'ai eu à faire. Exactement. Mais c'est vraiment de là en fait que mon contact avec l'entrepreneuriat est venu. Et aussi pour un peu contextualiser les choses, c'est que j'ai grandi dans une famille modeste avec, nous sommes 5 enfants, j'ai une grande sœur, je suis la deuxième. Ah, ok. Après j'ai une petite sœur et 2 petits frères. Et nos parents en fait
Franchement, ils ont fait tout pour qu'on ne manque de rien. Ouais. Et ma mère, maman Solange, elle est vraiment une femme battante. Ok. Donc, c'est vraiment cette image-là de se battre, en fait, de donner tout ce que tu as, de chercher, en fait, ton gagne-pain. C'est vraiment dans cette mentalité qu'on a grandi, en fait. Ok, super. On comprend un peu mieux l'esprit et tout. Ok, donc là, tu arrives en Allemagne et comme tu disais tout à l'heure, tu as vendu des perruques. Avant même de vendre des perruques, je pense que moi, ce que je retiens, c'est que ce que j'ai suivi quoi en tant que follower, c'est que tu as fait de la blogging culinaire, on va dire ça comme ça. Tu faisais des photos, en tout cas tu détailleras ça. Ensuite tu as fait je crois que tu as fait de la vente de viande fumée. Et après tu as fait des perruques. Après j'ai fait des avant d'arriver là où on va arriver tout à l'heure. Donc raconte-nous un peu ces histoires là. Et à chaque fois, step by step s'il te plaît. Oui, déjà en fait quand je suis arrivée en Allemagne, vu que je sais coiffer, déjà merci à maman parce que à un moment, une petite anecdote, à un moment avec mes soeurs, ma mère a dit franchement les filles, vous allez apprendre à coiffer, vous allez apprendre à vous coiffer ensemble parce que je ne peux plus 3 têtes. C'est bon pour moi. Mais c'est la même histoire chez nous. Enfin, après, bon, chez vous, peut-être c'est ta maman qui a décidé, mais nous, c'était à cause des garçons. Tu vois, la matin, elle nous faisait tous les suis-mois, tu vois, les tresses un peu. À un moment donné, nous, on voulait aussi être, tu vois. Donc, on a décidé entre nous, mes 3 sœurs et moi, qu'on va maintenant se tresser. Donc toi, dans ton cas, c'était... C'est la maman. Elle a dit non. Elle a dit, à partir de maintenant, vous allez apprendre à vous coiffer entre vous. Et du coup, ça nous a obligés à nous coiffer. Et du coup, quand je suis arrivée en Allemagne, je savais coiffer. Donc la première activité que j'ai faite en Allemagne, c'est vraiment de coiffer. Dans mon petit village où j'ai fréquenté, c'est de coiffer. Et puis, c'était la période où les perruques brésiliennes chauffaient, tout ça. J'ai fait aussi les perruques, donc je confectionnais les perruques. On m'envoyait les mèches. Toi-même? Je confectionnais ou alors je revendais les mèches. Bref, tout ce qui est dans les perruques et tout. Brésiliennes et tout. J'ai fait ça. Ensuite, le blog culinaire. Mais le blog culinaire, c'est vraiment né d'une passion parce que j'aime beaucoup la cuisine. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup la cuisine. C'est vraiment né d'une passion, on va dire. L'envie de partager en fait ce que j'aimais faire. Et puis voilà, de là est née ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube que j'ai créée où je partageais mes recettes. J'ai commencé à le faire également sur Instagram et puis les gens ont adhéré, les gens appréciaient et pendant longtemps en fait j'étais un peu bloquée dans cette bulle de blog culinaire. Et c'est ainsi que voilà, de fil en aiguille, à un moment je me suis dit mais j'aime plus trop ça. Parce que j'ai aussi beaucoup de passion, j'ai beaucoup de choses que j'aime faire, que je sais faire aussi. Et je voulais un peu toucher à toutes mes passions, découvrir un peu ce qui me captive. Où est là où justement, ça va perdurer. Où ça va perdurer. Et c'est de là alors que j'ai créé Nobel Creator. Parce qu'à ce moment, je voulais tester un peu, est-ce que la cuisine, est-ce que je peux en faire un métier, est-ce que je peux en faire une marque et tout. J'ai testé, mais j'ai pas aimé le business model de la viande fumée. Parce que l'approvisionnement en viande, la conservation, tout ce qui allait avec la logistique, c'était pas un truc pour moi. D'accord. Bon, après ça, j'ai dit, ok Marie, tu sais quoi, tu vas pas t'obliger à faire un truc dans lequel tu n'es pas épanouie. Tu es libre en fait de décider de changer. Du coup, j'ai changé, je suis allée vers cette fois-ci les mèches. Mais plus les mèches brésiliennes, mais les mèches plutôt synthétiques. Justement, les mèches plutôt synthétiques. Ah oui, c'est là que tu as appelé la marque synthétique. Justement. Donc, j'ai fait ça aussi. Mais il y avait toujours un truc, en fait, qui disait, Marie, c'est pas ça. C'est vrai que tu aimes coiffer, c'est vrai que tu sais coiffer, mais c'est toujours pas ça. Donc, voilà, je suis intuitive, en fait, de nature. J'écoute beaucoup mon cœur, j'agis beaucoup avec mon cœur. Et quand cette voix me parlait, je disais... Marie, tu sais quoi, tu vas une fois de plus laisser tomber. C'est pas un échec, c'est juste du lâcher prise. Donc tu vas lâcher prise sur ce que tu ne veux pas pour laisser la place en fait à ce que tu veux et tu trouveras en fait ce truc qui te rendra épanoui. Donc franchement c'est là qu'on arrive sur Bijoux Manoribel. Mais il y a beaucoup de trucs dont on n'a pas parlé parce que avant d'arriver à Bijoux Manoribel, j'ai créé plus de 14 marques. 14 marques. Non mais attends, 14 marques. Mais moi j'étais en mode 5 vite fait et tout. Elles sont où? Lesquelles? Elles sont où? Voilà, je n'ai pas forcément publié toutes les 14 marques. C'est vraiment des marques. Certaines se sont arrêtées à l'étude de marché, à la recherche de fournisseurs, au développement du business model et tout. Mais vraiment 14 concepts quoi.
Que j'ai fait des logos, j'ai fait des business plans, j'ai fait des ça. Mais c'est incroyable ça. En tout cas, je crois que toi, tu es vraiment le prototype de... Comment ils appellent ça? Ils ont un terme pour ça, c'est serial entrepreneur. Toi, t'es à la série, quoi. Donc. Et moi, en fait, mon truc, c'est que entre l'idée et l'implémentation, moi, je ne perds pas le temps. Okay. Quand j'ai l'idée, je l'implémente. Là. Et après, jusqu'à ce que quelque chose me prouve que c'est pas bon. Moi. Et là, je passe à autre chose. Et justement, ça m'amène à la question que je voulais te poser. Comment tu fais pour savoir qu'il faut passer à autre chose? Parce que c'est quelque chose qui parfois, tu sais qu'il y a des gens, ça ne donne pas ou bien ça ne plaît pas, mais ils insistent. Toi, tu as cette facilité à lâcher prise et à te dire, comme tu dis que c'est un peu un échec et que je vais trouver mieux devant, mais où est-ce que tu puisses ça? Comment est-ce que tu fais? Je dirais en fait c'est l'écoute de soi-même, c'est la connaissance en fait de soi-même et c'est aussi le fait d'être sincère et honnête envers soi-même. Je me dis toujours, Marie, tu peux mentir à tout le monde mais tu peux pas te mentir à toi-même. Donc c'est clair en fait que quand tu es dans une activité qui ne te nourrit pas, tu le sais. Parce que l'activité, en fait, peut te générer de l'argent. Parce que moi, jusqu'ici, je ne peux pas dire que j'ai créé une activité que j'ai publiée qui ne m'a pas généré de l'argent. Elle me générait tout de l'argent. Et les gens fumaient, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, les gens me demandent, mais Marie, on veut les gens fumer. Mais je dis, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Donc, en fait, pour revenir à ta question, c'est vraiment s'écouter soi-même. Je pense qu'on a tous une voix, une petite voix intérieure qui te dit c'est ça ou c'est pas ça. Et après, c'est juste avoir le courage de se dire j'accepte en fait que peut-être c'est pas ça, malgré que j'ai investi, j'ai payé le temps, l'énergie. C'est accepter et ne pas se dire en fait que c'est un échec, mais c'est du lâcher prise. Mais franchement, pour de la place, je te dis bravo. Je sais que les gens te diront bravo en commentaire pour ça parce que 14 concepts. Mais je pense qu'Audrey le disait dans son interview la dernière fois que on ne sait jamais, peut-être c'est le 10e projet qui va être ton projet. Justement. Donc, je comprends totalement la logique. Donc, qu'est-ce qu'il en est de Synthétique AR actuellement, est-ce que c'est vraiment genre, tu les as complètement laissé tomber ou tu penses que dans un futur, tu pourrais éventuellement reprendre? Je pourrais éventuellement reprendre. Parce que pendant ce parcours, en fait, j'ai aussi beaucoup appris de moi-même. J'ai aussi appris que l'épanouissement ne viendra pas forcément d'une activité que je ferais, mais c'est là en moi, en fait. Et maintenant, avec du recul, du moment où certaines marques que j'ai laissées, je peux en fait les amener quelque part. Synthétique Hair, par exemple, c'est une marque que j'aimerais bien continuer, peut-être pas maintenant, le temps de faire grandir aussi Manoribel dans un futur peut-être lointain, mais c'est vraiment quelque chose. Il y a 2-3 marques vraiment que j'aimerais bien développer dans un futur. Non, moi franchement c'est tout le malheur que je te souhaite, c'est d'avoir un empire et puis avoir avoir des, comment je vais appeler ça, des succursales, si on peut dire, de ton empire qui font dans divers secteurs. Et franchement, je crois que tu es capable, tu as le potentiel pour faire ça. Ok, ça nous permet, donc on comprend d'où tu es parti, comment est-ce que tu entres dans l'entrepreneuriat et le parcours même riche que tu as déjà avec les marques que tu as créées. D'où vient l'idée de Manoribel, de bijoux Manoribel, et comment est-ce que tu sais que là il y a quelque chose de plus qu'il y avait dans les autres marques? En fait, je dirais quoi, c'est comment dire, c'est un peu le hasard, bijoux Manoribel, parce que contrairement dans le domaine de la cuisine, le domaine de la coiffure et tout, j'ai jamais planifié créer une marque de bijoux de toute ma vie. Bizarrement. Justement, c'est parce que tes autres trucs, comme tu dis, c'était un peu lié. Comme tu dis, le show, voilà, qui était déjà connu sur les réseaux et tout. Mais les bijoux, j'ai jamais de ma vie me suis dit, je vais créer une marque de bijoux un jour. En fait, bijoux Manoribel vient quand j'avais Synthétique Hair et j'étais en train de faire le sourcing de la marchandise et tout. Et à ce moment, en fait, j'avais un problème personnel. Je cherchais des bijoux pour moi parce que les bijoux que j'avais actuellement à ce moment-là étaient de mauvaise qualité, ça devenait vert, ça noircissait. On connaît. C'était vraiment et ma peau sensible, j'avais des réactions sur mes oreilles, des blessures, des trucs et tout. Mais quand je cherchais en fait les bijoux de bonne qualité, c'était incroyablement cher. Genre une paire de boucles d'oreilles à 100 €, à 6 ça. J'ai dit mais c'est pas possible.
Donc, quand je faisais le sourcing de ma marque, je tombe sur des bijoux, un fournisseur qui a des beaux bijoux, des petits bijoux que j'aime et tout, simples et tout. Du coup, je dis, ah ok, c'est bon, je vais prendre pour moi. D'accord. Et je vais aussi en proposer un peu comme ça sur WhatsApp, vite fait à mes copines, à mes connaissances. Toi, tu as le flair du business, maman. Justement. Et quand je propose alors à mes juste comme ça en statut, genre, vu que j'en avais pris un peu beaucoup, genre, même, parce que moi j'avais synthétique, je me disais jamais que non, je vais écrire une autre marque. Je proposais juste pour me débarrasser de l'excès en fait. Et là, tout le monde me dit, ah, je veux c'est combien. Je dis que mais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à créer en fait. Et surtout, quand j'ai porté les bijoux que j'avais achetés, la façon dont je me sentais, le vibe. J'ai dit que mais comment je peux me sentir comme ça juste avec des bijoux en fait. Ah bah oui, tu vois, c'est le vibe en fait. La façon, je portais ça à la maison, mais même avec ma petite robe de la maison. Tu te sentais un genre. Je me sentais façon, il dit que non, il faut que plus de personnes se sentent comme ça. Non mais waouh. Et du coup je poste et beaucoup de personnes disent je suis intéressée, c'est combien et tout. Et tout ce que j'avais pris sa part, j'ai dit que là maintenant mon mindset d'entrepreneur dit que mais il y a de l'opportunité, c'est à saisir. Il y a une demande en fait. Il y a une demande là. Oui, et c'est de là que je me dis ok Marie, pendant un certain temps j'ai un peu fait genre si mon statut et à un moment j'ai dit Marie, il faut que tu mettes un peu du sérieux, tu poses un peu tout ça, tu fasses ça bien comme tu sais le faire et tu en fais une marque en fait. Donc franchement c'est l'histoire du bijou Mano Ribelle. Ok, mais c'est une très très belle histoire. Et tu disais en début d'interview que tu n'as pas envie de raconter les histoires des entrepreneurs, mais laisse-moi te dire que ça y ressemble, franchement, parce que la plupart des émissions, justement, quand on écoute les parcours, c'est toujours un peu genre, le vrai truc a été trouvé par hasard. C'est genre, je cherchais un truc, je me rappelle que Saveur d'Afrique nous disait ici que il a juste un collègue qui lui a demandé quand il était parti au Cameroun de lui ramener du poivre de Penja. Le gars s'est dit, hey, toi un blanc, tu connais le poivre de Penja comment et tout. Il a dit non, c'est le meilleur poivre. Et là, tout de suite, il a su. Il y a un truc à faire. C'est ça. Et souvent, en fait, tu vas te rendre compte, les belles idées viennent comme des étincelles. C'est ça. Et si tu n'es pas présent en fait, tu vas laisser passer les opportunités parce que parfois on se dit non j'ai pas d'opportunités, mais les opportunités elles sont là, mais est-ce que tu es assez attentif pour les voir et pour les saisir c'est ça, très et est-ce que tu n'as pas peur en fait d'échouer? Et c'est aussi ça, parfois tu peux avoir une opportunité, tu te dis mais si j'essaye, si j'ai la peur, tu as peur et puis tu laisses passer. Non, c'est clair. Ok, pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent la marque de bijoux, on se rend bien compte que tu as une particularité dans ton branding, la façon avec laquelle tu fais la communication. Tout est très épuré, light, minimaliste, mais beau, simple. Enfin, tout ce que finalement représente ta marque. Et on a envie de se demander où est-ce que tu as appris ça? Comment tu fais? Comment tu conceptualises la marque? Comment est-ce que tu décides que voici l'image que je vais lui donner? Pourquoi? Raconte-nous un peu le processus de création de cette marque. Bon, déjà, moi, ma marque de fabrique, c'est faire les choses avec amour. D'accord. Déjà, ça, c'est le truc. Je me dis, Marie, si tu fais pas avec amour, ne le fais pas. Si tu fais pas les choses avec bienveillance, c'est-à-dire fais les choses pour que les gens se sentent bien. Avec une intention vraiment de faire du bien aux autres. Parce que quand tu fais le bien aux autres, tu reçois en fait le bien aux autres. Donc c'est vraiment ça, moi, en fait. Moi. Et maintenant, en plus de ça, il y a ce côté aussi apprendre. Tu vois, vraiment apprendre, me former. Je me forme beaucoup, on ne peut pas imaginer. On en a parlé, justement. Ouais, je me forme beaucoup sur le business en général et aussi sur le côté mindset. Parce que moi, actuellement, j'ai 2 coachs. Un coach vraiment mindset et un coach e-commerce, tout ça. Et vraiment, c'est le mélange de ces deux. Vraiment, le côté mindset pour te ramener, en fait... comment dire, pour te faire reprendre confiance en toi quand tu en as besoin. Et le côté maintenant e-commerce pour les stratégies et tout. Donc du coup, pour revenir sur le branding de Mano Ribelle, c'est vraiment ça, c'est vraiment définir en fait quelle est l'identité de ta marque en fait. Ça. Si je me suis dit Marie, si Mano Ribelle était une personne, comment est-ce qu'elle serait? Qui serait-elle? Est-ce qu'elle serait cette copine joviale qui fait des blagues, ou alors c'est la copine un peu classe, épurée, un peu à part, qui n'aime pas trop se mélanger et tout. Et c'est ça en fait. Parce que quand tu as une marque, c'est très intelligent de voir ça de cette façon-là. Et du coup, j'ai remarqué en fait que la plupart des gens, quand ils décrivent Mano Ribelle, c'est exactement tel que je veux qu'on la décrive en fait. Parce que je ne donne pas l'occasion aux gens de poser des mots que je ne veux pas. Sur ta marque. Mais en fait à Mano Ribelle de se décrire elle-même
de dire en fait qui elle est. C'est un peu comme si toi, tu n'arrives pas à dire qui tu es. Les gens le diront pour toi. Et malheur à toi si la définition n'est pas ce que tu es. Ah non, mais c'est trop waouh ce que tu es en train de dire là. Ça veut dire que toi, tu as personnalisé ta marque. J'ai personnalisé ma marque. Et tu l'as rendue, comment on dit, une personne, entre guillemets, à part entière. Donc ça veut dire en fait que, en termes concrètement parlé, j'ai dit, ok, quels sont les mots avec lesquels Mano Rebelle parle? Par exemple, Mano Rebelle, dans le dictionnaire, tu viens de le dire. Épuré, raffiné, élégant, simple. Ce sont les mots en fait que j'utilisais sur mon site internet. Donc j'ai littéralement le dictionnaire de Mano Rebelle dans un document. J'ai son dictionnaire, comment elle décrit les choses. Tu vas jamais voir Mano Rebelle dire un truc qui est tendance. Mano Rebelle va dire que c'est intemporel. Parce que c'est pas la mode en fait. Nos bijoux sont pas la mode, ça transcende en fait les tendances. C'est quelque chose qui est fait pour être porté année après année. Exactement. Et au quotidien. Exister, sur le long terme. Quelque chose qui est fait dans la simplicité, qui accompagne en fait les femmes à révéler ce qu'elles sont déjà. Mano Rebelle n'est pas là pour consommer les femmes, n'est pas dans l'extravagance. C'est ça. C'est vraiment dans la simplicité. Et donc, la sublimation déjà, justement, de ce qu'on est, comme tu dis. Justement, c'est vraiment ça. Et la vision vraiment de Mano Rebelle, c'est vraiment de simplifier la boîte à bijoux des femmes. Parce que moi, personnellement, j'avais remarqué, j'avais 10 000 bijoux dans ma boîte à bijoux, mais je portais chaque jour la même chose. Chaque jour la même chose. Tu touches un point. Oui. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai, je me suis dit, mais pourquoi, en plus de proposer des bijoux de qualité, proposer des bijoux du quotidien qui vont être portés sur la durée, que tu peux porter le matin pour aller au boulot et qui iront aussi parfaitement le soir quand tu vas aller sortir avec, je sais pas, ton chéri ou avec tes copines. Donc... super. Et donc, du coup, tu as choisi, on se rend bien compte que tu as un peu choisi le secteur du luxe parce que au-delà du fait que ce soit, c'est des bijoux, tu les décris plaqués or. Justement. Et on sait que quand même ça a une certaine valeur parce que tu dis ça n'abîme pas la peau, ça ne se délave pas, ce genre de choses. Donc on va dire que dans la communauté, même noire, francophone, c'est un peu un secteur luxueux. Et c'est pas de prime abord, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui attirerait un entrepreneur lambda. Donc comment toi tu te dis je vais m'y installer et je vais briller? Comment tu réussis à faire ce pas-là? Je crois que c'est mon amour en fait pour faire les choses du mieux que je peux. Ça veut dire en fait je voulais quelque chose qui, comme je l'ai dit, que quand quelqu'un le reçoit, que ça valorise en fait la personne. Et pour moi je pense en fait que permettre à une femme de s'offrir des bijoux de bonne qualité, ça augmente aussi sa valeur à elle-même. Ça, c'est vrai. Ça augmente sa confiance en elle-même. Et moi, je veux en fait que les femmes qui reçoivent le bijou Mano Rebelle se sentent bien au quotidien. Et je me suis dit, en fait, pourquoi porter des bijoux, du moins, pourquoi s'offrir de belles choses uniquement pour certaines occasions, alors qu'on peut se les offrir au quotidien. C'est pour ça que je dis le luxe au quotidien. C'est vraiment te donner l'autorisation, en fait, de briller chaque jour. De ne pas se dire, voilà, mon anniversaire, c'est une fois par an. Je m'offre un beau truc une fois par an. Comme ton plus beau parfum qui est dans ton armoire, quelques cachés là, pour les occasions spéciales. Alors qu'en fait, tu peux le porter chaque jour, en fait, si tu décides de faire chaque jour un jour spécial. Donc c'est vraiment ça ce qui se cache derrière Mano Rebelle. Et moi je peux aller en me disant je veux faire un truc de luxe. Et ça je me dis je veux faire un truc de qualité qui honore en fait les femmes qui vont les porter. C'est pour ça que j'ai misé sur aussi le packaging, les petites pochettes en coton pour protéger les bijoux, le petit tissu qui est aussi offert pour nettoyer les bijoux. Vraiment les petits détails pour que vraiment la femme qui porte ses bijoux Mano Rebelle se sente bien, qu'elle soit fière en fait. Et aussi oui, que ça la valorise. Ouais, non, c'est clair. Et ça me rappelle que tu m'avais raconté une fois quand on discutait que tu as une cliente qui t'avait contacté, voulait acheter un bijou. Je sais pas, il y avait quel problème, tu étais en rupture. Est-ce que tu peux nous raconter encore cette anecdote? Parce que franchement, je trouve que en fait, ça cadre tellement avec ce que tu dis parce que du coup, les clientes ou bien les femmes ont compris ce que tu veux pour elles avec ta marque et du coup elles sont prêtes pour ça, peu importe s'il faut encore attendre un peu ou s'il faut, voilà. Donc est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Oui, en fait c'est une cliente qui
elle a commandé des bijoux, elle est en France. Et il y a eu un souci en fait avec la livraison, donc ça a tardé des semaines. Et je suis allée la voir, je lui ai demandé si elle préfère rembourser, parce que ça me mettait vraiment mal à l'aise. Parce que je me disais, voilà, elle a commandé ses bijoux, elle doit en fait les recevoir. En fait. Elle m'a dit non, qu'elle va attendre en fait le temps qu'il faut, parce qu'elle veut porter les bijoux Manoribel. Oh. Et moi, ça m'a fait like. Oh, c'est trop beau. Et il y a une autre qui m'a dit, elle est en train de cotiser Son argent. pour pouvoir s'offrir des bijoux Oh, Manoribel. mais c'est trop beau ça. Et là, quand moi je lis ça, franchement, je me dis waouh. Ouais. Franchement, vas-y. Parce Ça que fait à un le temps. moment, c'est pas facile. Juste ces petites attentions, je me dis waouh, merci en fait. Ouais. Et tout, moi ce que je peux te dire, c'est que tout se trouve dans le détail en fait. C'est que tu pouvais très simplement vendre des bijoux comme tout le monde vend les bijoux très simplement et tout. Mais tu as pensé à y associer, comme tu disais, des pochettes. Je pense que tu as même associé une cause humanitaire. Oui. Tu as associé tellement de petites choses qui rendent ta marque finalement trop particulière et font en sorte qu'on se sente particulière de porter du Manoribel. Et on ne veut pas porter autre chose. Donc bravo vraiment pour ça. Et j'aimerais juste que tu rappelles aux gens qui nous écoutent ça fait combien de temps que Manoribel existe et on parle déjà de ce genre de retour. Bon, déjà, l'idée m'est venue en août l'année passée, il y a un an. Mais le lancement officiel de la marque, c'est le 20 mars. Donc un peu plus de 2 mois. Vraiment. Un peu plus de 2 Vraiment. mois. Si vous ne trouvez pas que ça c'est magnifique, franchement, on parle d'une marque qui est installée, ça fait moins de 2 mois ou plus de 2 mois et il y a déjà des retours comme ça. Franchement, c'est un travail de qualité. Moi, je ne peux que te dire félicitations. Mais attends, je tiens à ajouter que je ne suis pas seule. Oui. Tu vois, je ne suis pas seule parce qu'il y a aussi, j'ai énormément de soutien. Tu vois, ça serait, je sais pas, ça serait fou de dire que je suis seule. Ouais, non, tu vois, il y a aussi bien. le photographe qui a su mettre en valeur, du moins qui a su manifester en fait la vision que j'avais, les modèles magnifiques qui ont su représenter les bijoux, ma famille, les amis, les clients. C'est justement. Tu vois, les partages, les personnes comme toi aussi qui sur les réseaux sociaux partagent. C'est vraiment tout un travail vraiment d'équipe, de communauté et tout. Donc, oui, mais c'est parce que c'est bien fait en fait. Moi, c'est ce que je dis. Si je partage un truc, c'est parce que c'est bien fait. Si c'est pas bien fait, je vois pas pourquoi je vais partager. Tu vois, et le travail bien fait, ça se voit. Donc vraiment, chapeau d'avoir eu l'idée. Nous, on est là pour consommer, t'accompagner et on continuera à le faire. Merci. On a dit en intro, toi-même tu t'es présentée en tant qu'épouse et maman. Comment est-ce que tu arrives à allier ta vie d'entrepreneur et cette vie-là? Voilà, déjà, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de non. Genre dire non, en fait. Et beaucoup de choix à faire. Donc, ça veut dire en fait qu'au quotidien, c'est de me dire, Marie, tu as le choix de te lever à 5 heures pour profiter un peu 2-3 heures avant que ton fils se lève. Ou alors tu as le choix de dormir et te réveiller avec lui. C'est ça. Et ce sont ces choix au quotidien en fait qui changent en fait ton histoire. Et à un moment en fait je me suis dit, Marie, ta vision est trop grande en fait pour que tu restes dormir, que tu fasses le choix de dormir en fait. Tu vas te réveiller chaque matin à 5 heures et tu vas profiter de ces heures qui au final vont s'additionner en fait. Et c'est ça qui fait un truc de grand. Parce que, disons, j'ai dit Manoribel en fait a été... L'idée m'est venue en août de l'année passée. Oui. Mais c'est qu'en mars que j'ai lancé la marque. Ça veut dire d'août en mars, je travaillais sur la marque. Sur la marque, oui. C'est ça en fait. Ouais, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. C'est pas que du jour au lendemain. Oui, donc c'est que d'août en mars, je faisais les choses petit à petit avec le temps que j'avais. Et je me dis jamais aussi que j'ai pas assez de temps pour faire les choses. Je me dis, ok Marie, tu as 24 heures par jour comme tout le monde et tu auras toujours 24 heures par jour. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ça ne changera jamais. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va te dire, pauvre de toi, tu souffres trop, viens, je vais t'aider. Ça sera toujours toi en fait face à toi-même. Et c'est aussi, de façon plus concrète, c'est aussi beaucoup d'organisation. Par exemple, je sais que voilà... mon fils va prendre son bain tel jour. Donc c'est dans mon calendrier. Je sais que le repassage, je vais le faire tel jour. Pour laver les habits, je vais le faire tel jour. La cuisine, par exemple, je prépare le samedi toutes les sauces de la semaine. Ce qui fait qu'en semaine, je vais juste faire les accompagnements et tout. Donc c'est petit. Et aussi accepter que la maison ne sera pas impeccable. En fait, c'est ça. Être OK avec ça. Être OK avec que c'est pour un temps, c'est temporaire, c'est pas définitif.
Et c'est pour ça que je dis les choix et les sacrifices. Et les sacrifices. Ouais. Est-ce que pour toi, parce que parfois aussi, on se met dans vouloir que tout soit parfait pour fuir en fait les vraies choses. La procrastination. La procrastination et le perfectionnisme. C'est la forme la plus évoluée de procrastination. En fait, oui, ça c'est très bien dit. Ouais. Et donc j'ai accepté que Marie, là tu es dans une période où tu es en train de semer. C'est ta période de semence. La période de récolte viendra après. Ouais. Donc fais tout, sème. Chaque décision que tu dois prendre et que ça t'amène en fait à réaliser ta vision. Ouais. Et le repassage par exemple, moi je le fais en suivant des formations. Oui. Je repasse que de regarder Netflix. Cumuler des tâches. Des tâches comme ça. En préparant, j'écoute des podcasts, je fais des trucs. Et les livres par exemple, même si je lis juste 2 pages par jour avant de dormir, je vais lire 2 pages par jour avant de dormir. Donc c'est vraiment des petites actions au quotidien cumulées ensemble qui donnent de grands résultats. Oui. Super. Ouais, donc non, franchement, super. Et aussi, en tant qu'épouse, c'est vraiment le travail en équipe aussi. C'est aussi accepter de demander de l'aide aussi quand c'est beaucoup. Oui. Accepter de dire en fait à son compagnon que voilà, aujourd'hui c'est beaucoup pour moi, j'ai besoin d'aide. Oui. Parfois, c'est parce qu'on a été éduqués en tant que femme à tout prendre, en fait, à tout porter sur nous-mêmes, à dire que je suis une femme forte, je dois préparer, ma maison doit être propre, mon enfant doit être propre, mon mari doit être comme un roi. Mais parfois, en fait, quand c'est trop, il faut avoir le courage aussi, l'humilité d'accepter que c'est beaucoup pour moi et j'ai besoin de ton aide. Et on a envie de dire que quand tu as aussi un partenaire qui te soutient, et là, je dirais en fait que les hommes en fait réfléchissent différemment que les femmes. Donc ça veut dire en fait la femme, c'est à toi de savoir souffler à ton mari en fait, de le convaincre. Parce que parfois nous les femmes on est beaucoup dans les étoiles, dans les rêves, mais l'homme il est dans les concrets. C'est pratique, la pragmatique. Quels sont les résultats? Donc c'est aussi à moi de dire Marie, fais de ton mieux pour lui montrer en fait que ce que tu fais là, ça a le potentiel. Oui, et ça. Donc quand tu fais une petite vente de cours, tu peux montrer que j'ai fait la vente, il est content. Tu vois, il est content. C'est astucieux ça. Mais oui, c'est en fait que ce que tu fais en fait, ça a du potentiel. Ils te voient en fait te battre au quotidien. Exactement. Ils te voient essayer. Et il va comprendre que voilà, si aujourd'hui il y a un truc qui n'est pas parfait à la maison, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est parce que tu fais aussi un truc à côté. Ouais. Tu vois un peu, je crois que c'est vraiment ça au quotidien qui fait en sorte que au final on arrive, et aussi ne pas me dire que c'est impossible. C'est ça. Non, franchement, tu me foudroies là tu nous foudroies là de belles vibes et tout. Et je le disais en intro, et quand je te décrivais comme personne avec un mental d'acier, j'aime bien souvent faire ça, tu vois. En fonction de comment, vu que je suis toujours la majorité de mes invités, je m'imagine, donc je fais ma description, ma propre interprétation de ce que je vois. Et quand je fais l'intro, je m'attends à ce que ça valide ce que j'ai dit à l'intro, ou bien je vois si ça invalide. Et franchement, touché, parce que quand je disais mental d'acier, je ne réalisais pas à quel point ton mental était d'acier. Ce que tu dis là, il faut avoir un mindset vraiment costaud pour penser comme tu penses et appréhender la vie comme tu fais. Franchement, bravo Marie Nobel, c'est ouf, j'aime trop. Mais bon, c'est pas tout ça. Tu l'as sûrement vu dans les derniers épisodes de Focus Time, il y a la partie qui pique. On est arrivé à la partie qui pique. J'ai une question qui pique aussi pour toi, Marie Nobel, et j'espère que tu y répondras. Donc c'est tout de suite la question qui pique. Bon, on revient. On est prêt pour... Est-ce que tu es prête pour ta question? J'ai mon lait à côté. Si ça pique trop, je bois un peu de lait. Peut-être qu'il faut même boire d'abord déjà maintenant. Ok, Marie Nobel. Pourquoi avoir décidé de mettre ta foi en avant dans ta marque? N'as-tu pas peur qu'elle puisse faire fuir des clients? Déjà, en fait, je sais pas, je mets pas la foi en avant dans ma marque. Mais sauf que je mets, le résultat de ma foi. Ça veut dire ce côté bienveillant. Et quand je dis la bienveillance, c'est la façon dont on traite tous les êtres humains qui nous entourent et aussi l'environnement. Par exemple, tu as parlé de cette cause humanitaire que nous soutenons, Yoeda, qui est une organisation au Cameroun qui œuvre pour la santé et le développement au Cameroun. Et 1 euro de chaque bijou est reversé à cette association. Et jusqu'ici, l'argent qu'on a pu récolter nous a permis de payer
nos frais de membre pour accéder à l'association en tant que volontaire. Ok. Et le reste, en fait, sera utilisé pour payer des formations aux jeunes Camerounais qui sont défavorisés, mais qui aimeraient accéder à certaines formations professionnelles. Donc ça, c'est par exemple une résultante, en fait, de ma foi, qui est de faire du bien, en fait, autour de soi, qui est d'aimer les autres, en fait, de partager ce que tu reçois d'une certaine façon. Et aussi, côté environnement, c'est l'utilisation du plastique. On essaie de faire de notre mieux pour limiter. C'est pour ça, en fait, que dans notre packaging, tu vas pas avoir du plastique, à part les petites bulles des enveloppes. Oui, je vois ça. Parce que là, c'est nécessaire pour protéger les bijoux. Mais les pochettes, par exemple, sont en coton, sont lavables, réutilisables. Et les bijoux aussi sont recyclables. Donc, parce que les bijoux peuvent être fondus et refabriqués. En fait, on peut en refaire de nouveaux bijoux. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu cet aspect-là de ma personnalité en moi, de ma foi en moi, qui me tenait tellement à cœur. Donc, il fait en sorte qu'à la fin, Manoribel un peu est comme un vecteur pour propager un peu plus d'amour, un peu plus de bienveillance. Et une petite anecdote, par exemple, pour dire à quel point la bienveillance peut faire du bien. Par exemple, il y a quelques semaines, on a reçu un stock de bijoux des fournisseurs complètement endommagés. Ah ouais? À jeter, oui, c'est à la poubelle. Complètement endommagés. Et à ce moment, c'est là que ta bienveillance vient en compte. Comment est-ce que tu vas traiter ton fournisseur? C'est ça. Quelle est ta réaction vis-à-vis de lui, sachant que c'est un être humain comme toi qui fait des erreurs. Et que ça peut arriver. Et que ça peut arriver. Ou alors, comment est-ce que tu vas traiter les personnes que tu contactes, en fait? Comment tu vas traiter tes modèles, tes partenaires, ton photographe, tes clients. Et tout ça, en fait, c'est une des valeurs profondes de Manoribel. Traiter les gens avec respect, avec bienveillance et honorer, en fait, les êtres humains qu'ils sont. Et je pense que c'est vraiment ce côté de moi qui est le plus mis en évidence chez Manoribel. Super. Je te le demande parce que ça se ressent, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne savent peut-être pas d'où ça vient, justement ce côté très bienveillant, le fait que même quand un client va te contacter, la façon avec laquelle on va accueillir le client, le fait qu'il y ait des newsletters ou bien quand on s'enregistre, les mails qu'on reçoit, il y a toujours beaucoup de belles petites attentions et je pense que tu l'assumes, tu le dis sur tes réseaux sociaux et il y a aussi parfois les gens qui pensent que parce qu'on a une religion, parce qu'on tient à sa religion, du coup on est cliché, ou bien ça fait cliché. Il y a des gens qui sont un peu très réticents sur ça. Et je trouve que tu l'exprimes, tu l'assumes, et c'est tout à ton honneur, tu vois. Donc c'est... Moi, je voulais rajouter un truc, c'est que moi, je me définis pas en tant que religieuse. Je me définis en tant que... en fait, la spiritualité, pour moi, c'est pas la religion, c'est juste l'amour des autres. C'est ça. C'est vraiment vivre dans l'amour des autres, du mieux qu'on peut, tout simplement. Du mieux qu'on peut. Ok. On a une question qui était poivrée, piquante. Enfin, comment elle était? Ça va, n'est-ce pas? Ça va quand même. Ok, super. On continue. Donc, on a parlé de ton branding. On a parlé Enfin, tu nous as expliqué que le branding du compte, c'est fait grâce aux formations que tu fais, au fait que tu te fasses accompagner, que tu lises beaucoup. Maintenant, on a aussi dit que la marque, qu'on vend quand même, tu vois. Maintenant qu'on vend, entrons dans le secteur de l'argent. Quel est ton rapport avec l'argent, Marie-Noubelle? Mon rapport avec l'argent est très simple. C'est que je suis la source de l'argent, en fait. Je ne suis pas à la chasse de l'argent. C'est en moi, en fait. D'accord. Et moi, je crée Manoribel pas dans l'esprit de demander quelque chose, mais dans l'esprit de qu'est-ce que tu as à offrir aux autres, en fait. Pas dans l'esprit de chasser l'argent, mais dans l'esprit de dire, toi, Marie, qu'est-ce que tu as à leur offrir? Et pour moi, en fait, l'argent n'est qu'une résultante, en fait, de ce que tu offres aux autres. Mais attention, parce que tu offres aux autres en ayant quelque part une petite intention que vous allez me donner quoi en retour. Mais vraiment, en toute sincérité, de te dire... Parce qu'au départ, c'est pas ça. C'est vraiment au travers de mon développement personnel à moi, de tous les lâcher prise, de tout. En fait, plus tu lâches prise sur les choses que tu ne veux pas, tu te découvres aussi toi-même. Tu te comprends aussi toi-même. Et tu comprends aussi ce qui est important pour toi.
Et même moi, je me suis rendu compte, mes maris, en fait. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui est important. Parce qu'il y a 10 000 façons de gagner de gagner de l'argent, c'est ça. Mais donc, comment est-ce que tu décides de gagner de l'argent? Donc, mon rapport à l'argent, c'est vraiment de me dire, il y a l'abondance. Focalise-toi sur ce que toi, tu as à offrir aux autres. Et le reste suivra, en fait. Super, super. Ok. Maintenant, est-ce que à l'heure, on a parlé de quoi? On a dit 2-3 mois déjà d'existence. Est-ce que tu penses que c'est une marque qui est rentable aujourd'hui? Sinon, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu vises à atteindre avec Manoribel? Ok, une marque qui est rentable, je dirais oui. Je dirais parce que voilà, faut pas non plus faire les choses aveuglément. C'est ça. Beaucoup de formations dans l'e-commerce m'ont permis à fixer les prix de façon stratégique, à prendre en compte tout ce qui entre dans dans l'achat de ta marchandise, dans tous les logiciels que tu utilises, ton packaging. Tout ce que tu fais, en fait, le coût de production, le coût de production, les partenaires que tu peux avoir, par exemple, le photographe, les modèles. Comment est-ce que tu gères tout ça? Et puis, comment est-ce que tu vas gérer ton bénéfice? Comment est-ce que tu peux faire tes promotions et tout? Donc, c'est vraiment ça qui me permet maintenant de me dire que voilà, avec du recul, et aussi avec toutes les expériences que j'ai pu accumuler, je me dis, je sais en fait comment fixer les prix de mes produits pour être rentable, parce que c'est le but en fait d'une marque. En fait, d'être rentable. À la fin, on a vu, c'est clair. Oui, parce que il te faut servir les gens. Si ta marque s'effondre aujourd'hui, tu n'auras plus de possibilité de servir les gens par après. C'est ça. Donc après, il y a toujours ce côté, plus c'est vrai que plus tu as du cash, le cash flow, plus ta marque peut s'épanouir. Et actuellement, on est comment dire, ça fait 2 mois et demi d'existence. Donc on est toujours en train de grandir. Exactement. Donc on est toujours en train de grandir. Et pour mes objectifs, c'est vraiment de proposer d'autres collections. Il y a par exemple la collection pour enfants, les enfants qui va bientôt sortir. Actuellement, je travaille avec une maman qui est en train de tester les boucles d'oreilles sur sa fille. Et jusqu'ici, ça va. Donc sa fille qui a normalement la peau très sensible. Les bijoux sont on top. Elle ne réagit pas du tout. Super. Donc, on a vraiment hâte que la collection enfants sorte. La collection pour hommes aussi. Franchement, les hommes, excusez-moi. C'est ce que j'allais te demander. Mais une fois que tu dis les femmes, là, à un moment donné, les hommes, ça porte des bijoux. Et j'ai tellement de demandes d'hommes qui me demandent, mais Marie, on veut aussi pour les hommes. Mais franchement, c'est énormément de travail derrière. Et seulement gérer pour les femmes, c'était à chaud. C'est ouf. Ajouter les enfants, là on est en train de tester la qualité parce qu'il ne faut pas mettre un truc sur le marché que tu n'as même pas testé en fait sur les enfants. Donc on teste et puis bientôt la collection pour enfants arrive et pour les hommes ça sera retardé. Mais ça arrive aussi. Ça arrive, ils seront passés. Donc c'est vraiment ça la vision, vraiment d'élargir un peu le choix et de proposer d'autres collections. Franchement, tu as de belles idées qui arrivent. Non, super. Toujours dans la thématique de l'argent, je crois avoir vu une fois, sur ton compte, tu as décidé de partager un peu des astuces comme ça. Et une fois, tu as partagé une astuce pour la gestion des finances. Donc, est-ce que tu as vite fait comme ça des astuces pour la gestion de finances pour une marque que tu pourrais partager? Bien sûr. Déjà, moi, le moment où j'ai décidé de séparer l'argent du business, l'argent des personnels, ça a été vraiment un grand changement. Oui, ça c'est quelque chose qu'on dit changement. Parce que parfois quand tu mélanges, tu te dis que je fais pas assez de ventes, parce que ton argent se mélange. Donc j'ai un compte à part, une Manoribel qui n'est pas moi. Mais l'argent de Manoribel n'est pas ton argent. Donc du coup dans ce compte, l'argent qui entre, j'ai paramétré pour que l'argent soit divisé dans des sous-comptes automatiquement en fonction des pourcentages. Donc, par exemple, il y a 1 euro de chaque bijou qui est réparti dans le compte de Yorida. Il y a, je crois, 35% qui est réparti pour acheter la nouvelle marchandise. Et je ne sais plus exactement les pourcentages. Un pourcentage qui est pour le marketing, pour faire connaître la marque et tout, les shootings, tout ça. Un pourcentage qui est pour les taxes. Un pourcentage qui est pour tout ce qui est opérationnel, payer les logiciels qu'on utilise, peut-être les formations que je vais faire et tout. Donc, c'est vraiment avoir la clarté, en fait, dans la gestion de ces finances. Donc, si je comprends bien, tu as un compte pour la marque. Et ce compte est subdivisé en plusieurs départements. Dans lesquels l'argent de la marque va en fait, quand j'entre dans le compte, c'est pas que je me dis peut-être, disons, il y a un chiffre comme ça, il y a 100 euros. C'est 100 euros, je sais pas ce que je vais faire avec. C'est genre, je sais qu'il y a 35 euros pour acheter une nouvelle. Peut-être faire un nouveau stock. Je sais qu'il y a 20 euros pour faire le marketing. C'est ça. Et du coup, quand tu as envie peut-être de faire une nouvelle sortie marketing, tu pars dans le compte, tu vois exactement combien tu as. Il me reste exactement
le marketing. Nice. Non, mais vous voyez, on vous donne des astuces de feu ici sur le... Merci beaucoup pour cette astuce. Avec je pense que les gars vont s'inspirer de ça. Ok. Maintenant, on tire vraiment tout doucement vers la fin de cet épisode. J'aimerais savoir quel est ton ressenti par rapport à l'accueil de ta marque dans la communauté. Qu'est-ce que tu peux dire? Franchement, je peux que dire merci parce que l'accueil a juste été incroyable. Ok. Ouais, l'accueil a juste été incroyable et contrairement aux idées reçues que les Noirs n'achètent pas, les Noirs ne soutiennent pas, moi je m'étais dit mais Marie, tu vas pas croire ça en fait parce que toi en tant que Noir, quand tu vois un truc qui te plaît, tu achètes. Exactement, il y a forcément d'autres personnes comme toi. Et du coup, focalise-toi sur ce que tu peux faire de mieux et honore en fait ces gens et vois ce qui en ressortira. Et franchement, l'accueil que j'ai reçu, même des influenceurs qui sont connus en Allemagne, je sais pas, des gens qui ont repartagé, même de la famille, des amis. C'est ça. C'est juste, franchement, je peux que dire merci. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre approximatif du nombre de commandes que tu as peut-être eu dans le premier mois, dans le mois où la marque a été... Le nombre de commandes. Oui. Je sais pas, peut-être le nombre de bijoux vendus, peut-être une trentaine de bijoux vendus. Wow. Ouais, le premier mois. Le mois où tu as... Ouais, parce que je me rappelle, c'était même le 20 mars. Justement. Donc c'était même pas genre début du mois et tout. C'était le 20 mars. Super. Une trentaine de bijoux par là. Non, mais je trouve que ça, c'est... Franchement, je pense que niveau statistique, c'est un très bon début. Et justement, ça permet aussi de casser une barrière, le nombre de followers. Oui. Par exemple. Parce que si vous partez sur le compte Instagram de Mano Rebelle, on a quoi, 200 followers? Mais ouais. Mais ça ne veut pas dire en fait que les ventes sont équivalentes. En fait, il n'y a pas de limite. C'est pas important. C'est pas important. Une fois que tu connais vendre, tu fais ton marketing, tu connais vendre en fait. Ouais. Ça s'achète sur WhatsApp, ça s'achète sur Facebook, ça s'achète entre bouche. Et même les ventes qui viennent d'Instagram sont déjà suffisantes. C'est ça. Et surtout, moi je me suis pas dit, Marie, tu vas attendre que voilà, je sais pas quoi. Je me dis, je fais avec ce que j'ai aujourd'hui pour avoir ce que je veux demain. En fait. Bah non, mais ça c'est super. Donc ça veut dire que, comme tu dis, ça casse vraiment les mythes comme quoi ça ne soutient pas dans la communauté. Ça veut tout simplement dire que les marques qui ont l'impression de ne pas être soutenues, c'est que votre produit, il y a peut-être quelque chose à refaire. Oui, il y a quelque chose à refaire, peut-être la façon de communiquer, la façon de présenter le produit. Ça ne suffit pas de dire nous sommes mauvais, ou bien c'est de bonne qualité, ou bien de dire juste nous sommes mauvais, venez acheter. Mais pourquoi on va acheter? Vos produits sont fabriqués où? C'est ça. À quoi ça peut Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs? C'est qui le fondateur? À qui on fait confiance en fait? Comment on les porte? Parce que ce que tu fais bien, c'est de montrer comment on porte les bijoux, comment on nettoie les bijoux, comment est-ce qu'on garde ou comment est-ce qu'on peut assembler les bijoux pour quelle occasion. En fait, tu aides le client à comprendre comment consommer ton produit. Et finalement, c'est toi qui gagne en fait quand tu lui expliques facilement. C'est ça le marketing, la vente en fait. C'est vraiment de cocher les cases. Est-ce que le client te connaît assez? Oui. C'est un peu comme des personnes. Est-ce que tu vas aller dîner à un restaurant avec quelqu'un qui vient t'inviter que tu ne connais pas? Non. Tu peux pas. Ouais. Il y a d'abord ce moment de connaître. Après, il y a la confiance. Et puis à ce moment, tu lui dis, ok, on peut aller, on va voir. Ah non, mais franchement, et c'est exactement la même chose en fait avec le business. Tu as tellement personnalisé ta marque. Quand tu ramènes ça à l'humain, ça devient plus compréhensible. Et je n'ai pas fait ça genre extra. Parce qu'il y a par exemple quelqu'un qui m'a dit, mais même ce que tu fais de Yoeda, normalement tu pouvais donner sans dire. Mais dit, mais le faire, c'est égoïste de ma part. Bah oui. Parce qu'il y a des gens qui se sentent bien quand ils savent que le bijou que tu achètes, ça aide en fait les gens au Cameroun. Clairement. Donc je ne peux pas empêcher quelqu'un de savoir ça. De savoir, c'est important. C'est important. Si ça fait pas, c'est pas le voyeurisme, c'est justement permettre aux gens de participer à une cause. Que tout le monde ne peut pas, von allein, comme on dit ici en Allemagne, aller dans une association et donner. Et sur le site de Mano Rebelle, par exemple, je dis une petite action multiplié par plusieurs personnes est égal à un gros changement. C'est ça. Dans les 1 euro que plusieurs personnes collectent, en fait, à la fin, c'est énorme. C'est énorme. On peut rien faire seul. Non, rien du tout. Marie Nobel, oh là là. Vraiment, depuis le début, je me suis pas perdue, mais à la fin, finalement. Non, mais franchement, c'est tellement inspirant et tellement apaisant de t'écouter et on va dans le voyage avec toi et franchement, c'est une très très belle aventure que tu vis là et on espère qu'elle continuera encore longtemps.
Merci. Longtemps. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Ok, on arrive à la fin de l'interview. Et à la fin de chaque interview, je demande toujours à mon invité de donner un conseil. Donc, tu en as donné plein ici, mais bon, ça sera le conseil. Genre, on va zoomer sur ta phrase et tout, tu vois. Si tu avais quelqu'un en face de toi qui voulait lancer sa marque, qui voudrait lancer une marque et qui ne sait pas par où commencer, quel est le conseil que tu lui donnerais? Je prends un exemple. C'est un peu comme si tu veux lancer ta chaîne YouTube et tu pars sur Google. Comment lancer une chaîne YouTube? Moi, je te dirais en lançant ta chaîne YouTube, en fait. C'est tout. Comment créer une marque en créant ta marque, en fait. Quelle est l'idée que tu as? Forcément, il y a souvent ce petit tips que j'ai. Il y a toujours une idée qui revient tout le temps. Tout le temps dans ta tête. Chaque fois, peut-être tu as essayé, tu as abandonné. Après, peut-être des mois plus tard, des années plus tard, ça revient. Il y a toujours un petit lien. Par exemple, peut-être, moi, je voulais être styliste de base. Mais maintenant, je suis styliste d'une autre façon. Quand je conçois les collections, c'est la façon du stylisme, les modèles sont habillés, tout est pensé. Oui. C'est toujours un peu du stylisme. Tu vois, donc il y a toujours ce truc. Commence par là. Ouais. Et aussi, parfois, on a peur d'échouer. Et la plupart du temps qu'on a peur d'échouer, c'est parce qu'on juge en fait ceux qui échouent. Il faut que tu regardes la caméra en les disant. Non, t'inquiète. Vas-y, dis-leur ça en les regardant. Je dis en fait, je veux pas être celle qui donne des conseils comme si elle a tout compris de la vie. C'est juste ma petite expérience. C'est parfois aussi arrêter de juger les autres qui ont échoué pour se donner la liberté aussi à soi-même de tester de nouvelles choses. Et d'échouer aussi, sans jugement. Parce qu'une fois que tu arrêtes de juger les autres, tu arrêtes aussi de te juger toi-même. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est pour ça, en fait, que moi, par exemple, je ne porte pas de jugement quand je vois quelqu'un qui a commencé quelque chose et qui l'a arrêté. Ce qui me permet aussi, moi, de commencer des choses et de me donner la liberté de les arrêter. Donc, c'est vraiment ça. Vas-y, forme-toi, apprends ce que tu peux apprendre pour les bases. Pour faire au moins un minimum de produit viable, vraiment quelque chose qui soit viable. Et tu apprendras le reste vraiment sur le tas. Le premier argent que tu vas faire va te permettre peut-être d'acheter ta prochaine formation, ainsi de suite. Et c'est là en fait. C'est ça. Ok. Nice. En tout cas, j'espère que vous avez bien capté. On parle là de quelqu'un. Il faut surtout suivre ce que Marie-Nobel fait. De la marque Manoribel. Franchement, il y a beaucoup d'astuces à tirer sur le compte parce qu'elle donne vraiment beaucoup. Tu es vraiment dans le don et on le ressent. Donc, vraiment, merci pour ça. C'est terminé sans être terminé parce qu'il y a encore un dernier petit truc. C'est la petite devinette. Donc, the person of interest. Je vais te poser une question sur une sorte de devinette et tu es censé me dire de qui il s'agit. Et c'est toujours quelqu'un de la communauté. Attends déjà, pardon la personne, si j'arrive pas à deviner que c'est toi, c'est pas personnel. Je m'excuse déjà à l'avance. Ouais, les excuses à l'avance. Ok, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok, je suis grand, je suis drôle. Les gens disent de mon humour qu'il donne la joie. J'aime beaucoup TikTok et je suis probablement l'influenceur camerounais le plus populaire d'Allemagne. Qui suis-je? C'est facile. Ah non, faut pas me dire que c'est facile parce que si je rate, c'est Ngoko. Voilà, c'est Ngoko. C'est Ngoko. Effectivement, Ngoko est beaucoup plus populaire. Je parle des chiffres là, en termes de chiffres. C'est vrai, je ne suis pas trop. Je ne suis pas trop sur les réseaux, mais quand même. Ça arrive sur ton compte à un moment donné. C'est justement ça. Donc oui, c'est Ngoko TBL et on lui fait un big up, un coucou. Et on termine donc sur cette note-là, The Person of Interest. Et je te remercie, Marie-Nobel, d'avoir accepté de venir sur mon plateau pour partager avec autant de bienveillance et de bonne volonté ton parcours d'entrepreneur, ton histoire. Et on souhaite vraiment que ta marque que nous portons aujourd'hui, je pense que les gens ont remarqué, prenne de l'envol encore plus, qu'elle soit connue mondialement et vraiment qu'on la consomme chaque jour, comme tu as dit. Est-ce que tu as un dernier mot? Oui, déjà je reçois ce que tu as dit, avec le cœur ouvert. Merci. Et je tiens aussi à te remercier parce que comme je t'ai dit dernièrement, il y a de la grandeur à reconnaître la grandeur des autres. Et toi, tu le fais bien. Merci. Je trouve que c'est vraiment admirable de créer tout un concept autour du fait de la volonté
de valoriser en fait les choses. Ça veut dire en fait que sans le savoir, tu te valorises aussi toi-même. En tout cas. Et tu le fais très bien. Merci. Donc merci. Et je te souhaite aussi que tes vœux les plus sincères, les plus cachés se réalisent. Parce que ce sont ceux-là auxquels tu tiens vraiment. Ouais. Et je souhaite vraiment qu'ils se réalisent. Merci. Et que voilà, toutes les voies s'ouvrent devant toi. Amen. Amen. On reçoit. On reçoit. On reçoit. Super, super. En tout cas, on a passé un bon moment. On leur dit au revoir. Ciao, ciao et à la prochaine interview.